Bienvenue sur Ici Éco. Dans l'introduction du rapport mensuel de l'Association des banques au Liban intitulé La responsabilité de l'État, même après un certain temps, le secrétaire général de l'Association des banques du Liban, Fadi Khalaf, a estimé que dans le contexte de crise financière que le Liban traverse, le rôle de l'État et de ses institutions financières dans l'aggravation de cette crise est mis en évidence et une série de mesures et d'actions contredisent les principes fondamentaux du droit international, y compris les principes des Nations Unies concernant la responsabilité internationale des pays. Ces principes définissent le cadre dans lequel les États doivent œuvrer pour garantir la stabilité et l'ordre financier et économique et certifient que les États portent l'entière responsabilité de tout échec à réglementer et à surveiller efficacement le système financier. L'État rejette les conséquences de ces crimes sur les banques et les déposants pour échapper à ses responsabilités et adopter une politique de la terre brûlée. Obscurcir les faits détruirait l'ensemble du secteur bancaire et éliminerait tout espoir de récupérer les dépôts. Et voilà, durant cet épisode, nous nous pencherons sur les répercussions de la guerre sur le secteur privé ainsi que sur les retombées de la crise politico-financière sur le pays et certainement sur le secteur privé, avec le président de l'Association des commerçants de Beyrouth et le secrétaire général des organismes économiques au Liban, Nicolas Chammas. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour cher ami, merci beaucoup Je pour commence l'invitation. directement, merci, par l'introduction du rapport mensuel de l'Association des banques. C'était clair. Selon Fadi Khalaf, exiger que l'État soit tenu pour responsable n'est pas seulement un droit pour ceux qui sont touchés par cette crise, c'est aussi un devoir lié à la garantie de la justice et au rétablissement de la confiance dans le système financier. Vous êtes d'accord? Je suis totalement d'accord et objectivement, en passant en revue ce qui s'est passé durant les dernières années, nous voyons que l'État a failli à de nombreuses tâches. Si je dois parler simplement de l'article 113 du Code de la monnaie et du crédit, qui énonce clairement que Oui. quand il y a un déficit budgétaire à la Banque centrale, l'État doit immédiatement Couvrir ce recapitaliser Tout à la fait. Banque centrale. Tout ça n'a pas été fait durant plus de 25 ans. Ensuite, quand nous regardons comment l'argent était dépensé, et là je me réfère à Oliver Wyman et à Alvarez and Marsal. Et c'est un contrat qui a été signé Par l'État par libanais, l'État libanais. exactement Donc, lui-même, oui. lui-même. Donc on ne peut Et pas c'est un document l'accuser. aussi que le Conseil d'État a pris comme support, un document Exactement. officiel. Donc on ne peut pas pour les accuser pour de la dernière décision qui a partialité. été Ce prise. sont des gens impartiaux, ce Oui. sont des sociétés internationales qui disent que l'argent a été dépensé, vous et moi le savons très bien, pour la stabilisation de la monnaie libanaise, pour la question de l'électricité, pour la grille des salaires. Tout ça, c'est avant le 17 octobre. Et Mais après, le on plus ajoute remarquable, c'est qu'après le 17 octobre, des erreurs subventions, encore plus lourdes ont été contrebande. commises. Comme la question des subventions et de la contrebande, la question de faillir au paiement donc du principal et des intérêts aux détenteurs des eurobonds. Et ensuite, le fait d'accepter que les crédits au secteur privé soient payés soit en dollars, soit à 1500. Donc ce sont des erreurs monumentales qui sont toutes du fait de l'État. Moi, je ne discute pas, attention, la BDL et les banques, mais d'une façon générale, le plus grand responsable de cette crise est l'État Et libanais. l'État, selon les chiffres présentés par l'Association des banques au Liban, donc les pertes de la Banque du Liban jusqu'à 2020 se sont élevées à 51 milliards de dollars et sont à la charge de l'État. Donc voilà, selon l'article 113 du Code de la monnaie et du crédit, la dette de l'État envers la Banque du Liban s'élève aussi à 16 milliards 500 millions de dollars et la Banque du Liban a dépensé environ 23 milliards de dollars pour soutenir dire ici c'est la contrebande, donc dire indirectement, c'est les subventions donc, qui ont été payées, les commerçants et la livre depuis le début de la crise. Monsieur Maurice, il faut se rappeler d'un chiffre, et ça, il est avancé par le FMI. Jusqu'en 2017, il y avait assez de dollars dans le système financier libanais, c'est-à-dire à la Banque centrale et dans les banques commerciales pour couvrir tous les dépôts en dollars. Tout s'est précipité après 2017. Il y a eu des incidents politiques, comme par exemple la démission du président Hariri et du Premier ministre en Arabie Saoudite. Il y a eu la grille des salaires. Et ensuite, il y a eu cette débandade et cette mauvaise gestion de la crise. Donc, ce qui est encore pire que la crise elle-même, c'est la mauvaise gestion. Donc oui, le La rapport... majorité des pays
tombe en crise, mais c'est la façon de gérer les choses, c'est la façon de gérer cette crise-là Exactement. et le coût. À quel coût? Le coût et ensuite Ouais. le temps qui passe. Mhm. Ça fait déjà 4 ans et demi et le temps n'est pas neutre. Dans des crises pareilles, il faut trancher dans le vif. Alors qu'ici, les choses sont en train de pourrir. C'est le coût de la mauvaise gestion Et de on la crise avait et eu du aussi la pourrissement. fameuse décision du gouvernement de Hassan Diab Exactement. avec le défaut de paiement. Exactement. Mars passé, Exactement. donc Et nous c'était, voyons qu'il y a de l'amateurisme au oui. niveau du gouvernement. Parce qu'à chaque fois, on reprend les anciennes recettes, on les recycle et on les resserre. Il n'y a qu'à voir que le plan de restructuration des banques on et va voir ça. de la répartition des pertes, etc. Mais vous avez bien mentionné la gestion de la crise. Le mi-mars, on a fêté donc, le défaut de paiement. Oui, tout à fait. Donc, ça nous a coûté combien? Le défaut de paiement nous a coûté beaucoup plus que si nous avions réglé rubis sur l'ongle les montants que nous devions régler. Dire ça nous a coûté, Je vais vous c'est dire dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans la crise avec 33 milliards de dollars de réserves. Aujourd'hui, nous en sommes à 9 milliards. Donc, en gros, cette différence... Pourquoi il faut rendre le défaut de paiement responsable de cette Parce que diminution des rappelez-vous, réserves? ils ont dit que nous n'allons pas payer ces montants parce que nous voulons subvenir aux besoins de la population et notamment les tranches les plus fragiles. En soi, disons, cette annonce n'est pas fausse, mais ils s'y sont pris d'une manière tout à fait erronée. Ce que nous avions dit en tant qu'association des commerçants, oui, pour subventionner les familles qui sont dans le besoin, mais non pour subventionner Tout le d'une monde. manière tout à fait ouverte, et surtout que nos frontières sont complètement perméables. Subventionner Libanais et non Exactement. Libanais, Donc, le Premier ministre lui-même a fini par admettre que seulement 25% de l'argent a été là où il fallait aller et que les 3/4 se sont évaporés. donc il faut rendre responsable le fameux gouvernement de Hassan Diab. Mais certainement, il y a une certaine continuité. Oui. Le gouvernement actuel est également c'est responsable. responsable, ça, c'est clair. Naturellement, parce qu'ils ne sont pas en train de trouver les bonnes solutions. On a souvent parlé, vous et moi, donc des special drawing rights. Oui. OK, 1 milliard 150 millions Oui. à peu près. C'est le gouvernement actuel qui les a claqués, pour ainsi dire. Ce sont les fonds qui ont été transmis par le Fonds monétaire Exactement, international. ils ont été donnés au titre donc de l'après-Covid pour aider un peu les pays à se ressaisir, mais malheureusement, ça a été dépensé d'une façon éhontée. Éhontée, hein. Exactement. Oui. Mais vous avez bien mentionné que c'est aussi l'État qui s'est abstenu à promulguer des lois qui ont empêché ou bien qui devaient empêcher l'enrichissement des emprunteurs aux dépens des déposants. On s'élève ici à peu près 31 milliards de dollars. Exactement, Selon exactement. les chiffres de l'association. Ici, on doit se rappeler qu'en avril 2020, il y a eu des circulaires qui ont été émises par la Banque centrale. En l'absence de loi, ce sont les seuls textes qui sont obligatoires, on va dire, d'autant qu'ils sont publiés dans le journal officiel, c'est-à-dire qu'ils ont un caractère contraignant. Et à ce moment-là, il y avait une obligation pour les banques d'accepter, disons pour les prêts personnels, un remboursement au taux de change officiel à 1500 livres libanaises. Et par ailleurs, les banques ont été, non pas autorisées, mais obligées par la Banque centrale, mais également par des décisions de justice d'accepter un remboursement, disons, des prêts corporate, donc des prêts aux entreprises, exactement, en dollars ou à 1500. Tout cela, ça a contribué à grever les actifs des banques, alors que le passif est quasiment intact. Nous sommes aujourd'hui à 88 milliards de dollars, ça c'est les derniers chiffres de la Banque centrale, de dépôt, et l'actif a quasiment disparu parce que les eurobonds sont partis. Il y a les certificats de dépôt et les dépôts à la Banque centrale qui ne seront jamais restitués. Et que reste-t-il? 7-8 milliards de dettes au secteur privé. Qu'est-ce que ça pèse devant les 88 milliards? Donc voilà, il est vrai que personne ne s'attend à ce que l'État soit capable de compenser, comme par magie, ces atrocités, ni de vendre ses biens pour payer ses dettes aux banques et aux déposants, mais le citoyen espère au moins que lumière soit faite sur des solutions. Cela commence par la reconnaissance par l'État de sa responsabilité dans la crise systémique qu'il a provoquée, de sorte qu'il recherche des plans possibles. Dire crise systémique, c'est dire quoi?
nous parlons ici Une crise systémique de veut dire ce genre de que crise. tous les établissements bancaires sont atteints de la même façon. En regardant aujourd'hui les bilans des banques, elles sont toutes logées à la même enseigne. Même les banques qui n'ont pas traité avec l'État d'aucune façon, disons des banques étrangères établies au Liban, qui donc n'ont aucun passif avec l'État, mais parce qu'elles ont été obligées d'accepter les remboursements des prêts au secteur privé à 1500 ou en dollars, elles se sont de ce fait retrouvées impliquées avec la Banque centrale et donc également dans la même soupe que toutes les autres banques. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cela incrimine l'État encore plus. Ce n'est pas donc un problème de mauvaise gestion de la part de banques individuelles, mais c'est un tsunami qui a vraiment balayé l'entièreté du secteur bancaire libanais. Maintenant, la responsabilité de l'État, elle est importante moralement, mais elle est également importante et indispensable pour restaurer la confiance dans le pays. Les 88 milliards de dollars, c'est vrai qu'elles ne peuvent pas être remboursés immédiatement. D'ailleurs, dans aucune banque au monde ne peut rembourser immédiatement parce qu'elle ne dispose pas plus de 10% de liquidité. Exactement. Donc, quand la confiance reviendra, tout le monde ne voudra pas retirer son dépôt. Donc, les dépôts, le défi est que les dépôts ne soient pas tous demandés en même temps. Et à partir de là, il y aura un échelonnement du remboursement sur 10 ou 15 ans, suivant la taille du dépôt, suivant le fait que le dépôt soit qualifié ou non qualifié, légal ou pas légal, etc. Il y a beaucoup de grains à moudre. Nous parlons de solutions ici. Oui, tout à fait, les solutions existent, mais elles partent par la reconnaissance de l'État et que l'État... Moi, j'attends, disons, à l'occasion d'un événement officiel majeur. Par exemple, si un président est élu demain matin, moi, j'attends... C'est simplement une pensée, simplement une supposition, une hypothèse. S'il est élu demain matin, moi, j'attends à ce que ce président, dans sa déclaration présidentielle, après avoir prêté serment, qu'il dise que moi, aujourd'hui, je reconnais officiellement la responsabilité de l'État dans la débâcle financière qu'a traversé le pays. Pas moins que ça. Cette reconnaissance, c'est aussi important si nous revenons à la décision qui a été prise par le Conseil d'État, à propos qui a émis un arrêt par lequel il a annulé la décision du Conseil des ministres portant sur la stratégie de redressement du secteur bancaire, du secteur financier. J'aimerais bien savoir avoir une idée à propos de votre position envers cette décision qui a été prise par le Conseil d'État. C'est une décision extrêmement importante. C'est un point d'inflexion dans la tournure que les événements sont en train de prendre. En fait, la décision en question, la décision du gouvernement date du 20 mai 2022. Donc, c'est juste après les élections et c'est la dernière séance du Conseil des ministres. Un point dans cette décision dit que quasiment la Banque centrale sera, à partir d'aujourd'hui, libérée d'une énorme partie qui n'a pas été définie de ses dettes en dollars vis-à-vis des banques commerciales. Ce qui revient à dire, dans le même souffle, que les banques commerciales ne recevront pas donc les dépôts qu'elles ont déposés à la Banque centrale et qu'il n'y a aucune possibilité de restituer l'argent aux épargnants. Donc c'est une décision qui équivaut à biffer, à annuler une grande partie des engagements en devises étrangères de la Banque centrale envers les banques commerciales. Donc ce que le Conseil d'État a dit, ceci est anticonstitutionnel. L'État n'est pas en droit de prendre une telle mesure, d'autant que l'État est lui-même, si vous voulez, le débiteur. Comment le débiteur peut annuler sa propre dette? Si, par exemple, je vous dois de l'argent et vous décidez de votre propre chef de me pardonner, c'est votre droit. Mais qui suis-je moi-même en tant que débiteur pour venir annuler unilatéralement la dette que je vous dois? Donc c'est qu'on marche sur la tête. Mais aujourd'hui, après cette décision qui a été prise par le Conseil d'État, quels sont les scénarios possibles? Les scénarios possibles... On est tous au courant que l'État n'a pas de liquidité pour pouvoir couvrir aujourd'hui. Tout à fait. Mais d'abord, l'État doit prendre au sérieux cette décision. L'État a l'air de ne pas de ne pas accorder assez d'importance à cette décision. Parce que cette décision, elle est contraignante. Elle a un caractère exécutif. C'est ça. Et à partir d'aujourd'hui, M. Matta, aucune décision ou aucun texte législatif ne pourra paraître ou ne pourra être transmis
du gouvernement au Parlement sans reconnaissance explicite des droits des déposants. Donc, commençons à partir de là. Les banques vont plus loin. Et là, je reprends un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Les banques sont en train d'intenter un nouveau procès à l'État pour dire... C'est le regroupement des 11 banques, n'est-ce pas? Exactement, Ouais. le regroupement des 11 banques. Pour dire, donc ils avaient mis un peu de côté, ils avaient mis en garde l'État. L'État n'a pas répondu. Juste pour dire que la décision du Conseil d'État a été prise suite à un procès qui a été lancé par l'Association des banques. Le premier. Maintenant, on est Tout à devant un second procès qui a Tout été à fait. lancé par le regroupement des 11 le banques. regroupement des 11 banques qui seront certainement rejoindre par toutes les autres, ou la plupart des autres par la suite. Mais ces deux démarches sont complémentaires. Oui. Celle-là, On elle a s'attend à un quoi, donc, caractère vous dire un peu plus exécutoire Ok. encore, celle-ci. Donc, elle dit que, OK, la Banque centrale nous doit de l'argent, mais l'État doit de l'argent à la Banque centrale. Il y a un article, je pense que c'est l'article 276, qui dit que le créancier a le droit d'intenter un procès à un tiers si cela permet à son débiteur de payer. C'est-à-dire que les banques ont le droit d'intenter un procès contre l'État pour que l'État rembourse non pas aux banques, mais à la Banque centrale. Voyez? Et quand l'argent sera restitué à la Banque centrale, celle-ci le répercutera sur les banques commerciales. Donc, il s'agit des montants que vous avez mentionnés. D'abord, les 16 milliards, c'est une dette. C'est la dette de l'État envers la banque. Exactement. Ensuite, il y a les 51 milliards. Qu'est-ce que ça représente? Les pertes cumulées jusqu'en 2020. Mais il y a un troisième montant également à déterminer, ce qui s'est passé, les pertes entre 2021 et 2023 compris. Donc, ces années n'étaient pas couvertes. Il faut ajouter les 23 milliards. On verra. Ouais. Il y aura un solde à déterminer. Et pourquoi ça s'est arrêté à 2020? Parce que la mission de Alvarez s'était arrêtée à 2020. Oui. Donc, ce sont trois montants qui devront être remboursés par l'État d'une façon ou d'une autre. Personne ne réclame aujourd'hui un versement immédiat de l'État parce que c'est tout à fait irréaliste. Mais nous demandons à ce qu'il y ait à disposition certains actifs de l'État qui sont mal gérés aujourd'hui. Il y aura une nouvelle gouvernance et cette gestion productive et positive, une fois que le rendement dépassera certains standards internationaux, le surplus sera consacré au règlement des anciens dépôts. Voilà le mécanisme qui doit être enclenché. Mais il n'y en a pas d'autre. Mais ce qui renforce aujourd'hui la position des banques, c'est le document ou bien c'est le bilan d'Alvarez. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, nous avons devant nous des chiffres qui sont officiels, donc qui résultent d'un contrat qui a été signé par l'État libanais. Absolument. Ça, c'est clair. Donc, mais passons à donc, voilà, nous parlons aujourd'hui du secteur bancaire, mais il faut bien mentionner ici le document de restructuration des banques qui a été préparé par le gouvernement de Najib Mikati, et bien plus précisément par le vice-gouverneur, ou bien le vice-président Saad Echimi. Et vous dites quoi à propos de ce document-là? Je dis à propos de ce document qu'il est orphelin, parce que certaines parties ont été... Mais qui l'a présenté à l'exécutif? C'était Saad certainement, c'est mon avis. Ouais. Saad Echimi qui a essayé de rendre responsable exactement, essaie de se désolidariser de son document alors que c'est son bébé. Ouais. En fin de compte, vous et moi savons très bien que la Banque centrale et que la Commission de contrôle des banques ont simplement donné un avis. Un avis technique. Exactement, Oui. un avis technique. Elles ont fourni quelques chiffres, etc. Mais ce genre de texte, il est la responsabilité exclusive de l'exécutif. Donc, commençons par là. Ensuite, c'est toujours l'esprit d'élimination du Hassan Diab, ouais. qui continue de prévaloir. Il s'agit, en fin de compte, d'éliminer une soixantaine de milliards, sans le dire. Mais lui vous dit, moi je ne l'ai jamais dit. Mais il ne Ou bien il jette la responsabilité sur le Fonds monétaire international. Exactement. Mais on ne sait pas. C'est pas moi, c'est eux. Ils sont comme deux larrons en foire. Ouais. On ne sait pas qui est responsable. Mais en fin de compte, le gouvernement est notre interlocuteur. Le gouvernement n'est pas en train de saisir les réalités libanaises, même si le Fonds monétaire international utilise souvent les mêmes recettes. Ces recettes ne fonctionnent pas au Liban. C'est ça. Il n'y a pas une recette standard. Il n'y a pas de recette standard. Ouais. Il y a des spécificités libanaises. Malheureusement, le Fonds monétaire nous montre de plus en plus
des expériences d'échec. Regardez ce qui se passe en Mais Égypte. partout, Ça c'est ne partout, s'arrête pas. certainement. En Argentine, au Pakistan, dans les pays d'Afrique, Mhm. ça se reproduit de plus en plus. Mhm. Le Fonds monétaire n'arrive pas à percevoir la réalité des choses. Aujourd'hui, c'est une crise sans précédent au Liban. Donc, vous voulez dire qu'il faut remettre en question l'accord qui a été signé avec le Fonds monétaire international? Moi, je pense qu'il faut le réviser. Oui. Pourquoi pas? Aujourd'hui, il est déjà daté. Parce que tous les chiffres aussi doivent être révisés. Exactement. donc. Le 7 avril, il y aura 2 ans auront passé. Les chiffres auront évolué. La situation a évolué. Aujourd'hui, nous avons une autre lecture. Aujourd'hui, les observateurs, beaucoup d'observateurs, et déjà le Parlement lui-même. Aujourd'hui, Même les responsables du Fonds monétaire ils ne sont aussi, plus- oui, ils sont plus aussi rigides au niveau de Exactement. cette recette ils ne sont standard. ils ne sont plus qu'il faut appliquer. sourds à l'idée de faire participer l'État sans vendre ses actifs, mais de les faire Nous parlons de fructifier. gérance ici, Exactement. de gouvernance, de gérance. Exactement. Donc, déjà dans leur dernier rapport de visite en septembre dernier, ils avaient laissé quelques mots, laissé échapper quelques mots, une certaine ouverture. Mais je pense que d'abord, il faut revoir le texte, il faut changer l'équipe de négociation libanaise, ça suffit. Mais comment changer ça si nous avons le même gouvernement? Le gouvernement Bon, peut il y a nommer deux- une autre bon. équipe. Ça peut ne pas être des ministres, ça peut être, je ne sais pas, des spécialistes. Mais si vous rendez responsable le vice-président et le vice-premier ministre? Je ne le rends pas responsable, mais il y a un style de négociation qui n'a pas fait l'affaire. Et je le dis depuis des années. Très bien. Donc il faut revoir et le style, à moins que les responsables changent de style, Oui. changent d'approche. Pour finir avec ce dossier, le document fait la distinction entre dépôts éligibles et dépôts non éligibles. C'est Je vais vous dire. c'est contre la Constitution? Parce mais- qu'ici, il faut dire dépôt, donc il faut dire légal, illégal. Je vais vous dire. Mais éligible et non éligible? Légal, Éligible et non illégal, éligible, légal, illégal n'élimine en rien la validité de l'autre classement. Légal, illégal, ça va de soi. Mais il ne faut pas s'attarder dessus parce que ça va de soi. Mais éligible, non éligible, qu'est-ce que ça veut dire? Après le 17 octobre, il y a beaucoup de déposants Oui. qui ont donc changé ou échangé leurs dépôts en livres en dollars. C'est Ok. clair. Et tout ça n'avait aucune couverture dans le système financier. Donc, c'était des écritures purement comptables. Et donc, ces gens-là ont eu accès à des dollars à 1500. Est-il normal qu'aujourd'hui, ces personnes-là se voient rembourser leurs dollars à 89 500? Ce n'est pas possible. Ici, il y a un arbitrage hallucinant qui a Tout à été fait. fait. Donc, même les organismes économiques ont reconnu ce point, mais il n'était pas question de déboucler complètement ces transactions. On a dit qu'il faut faire une distinction entre les dollars d'avant le 17 octobre et les dollars d'après. Donc la solution, c'est de restituer, non pas à 1500, mais peut-être à 30 000, 35 000. C'est un peu proche, peut-être un des points positifs de ce plan et qui a été inspiré par la Banque centrale. Ils ont dit, on va les restituer à quelque chose comme 36%. Oui. Ça, ce n'est pas Très faux. bien. Donc, ce n'est pas leur faire préjudice du tout. Parce qu'entre 1500 et 36 000, il y a une grosse différence. Il me reste deux questions, si vous permettez. Premièrement, le Conseil des ministres a validé le 28 février une nouvelle augmentation des salaires des fonctionnaires. Est-ce qu'on est devant une nouvelle grille des salaires avec toutes les conséquences possibles d'une nouvelle grille au niveau de l'inflation, de l'augmentation de la masse monétaire? Et vous dites quoi à propos de cette décision qui a été prise par le Conseil des ministres? Ça m'en a tout l'air d'être une... Avec un effet rétroactif Oui, aussi, absolument. Ça a un effet rétroactif. Et on ne connaît pas effectivement la masse salariale encore. En tant qu'organisme économique, nous avons demandé officiellement à l'État de nous fournir les chiffres, combien va coûter cette augmentation. Mais il faut voir l'effectif total aussi des fonctionnaires. voilà. des- L'effectif total, avant de hausser les salaires, il aurait fallu C'est ça. restructurer le secteur public. Rappelons-nous Il faut bien- que on se rappelle très bien ici l'histoire de la nouvelle, de l'ancienne la grille des salaires a été On était à 800 millions. Exactement. Alors, l'estimation était de 800 millions, mais le coût effectif le coût était effectif. au-delà de 2 milliards. Donc, je pense qu'on est en qui a train... été payé par les fonctionnaires même et Exactement. par les Libanais. On est en train de nous rejouer le même film aujourd'hui. Ce qu'il aurait fallu. Et là, le FMI a parlé de restructurer le secteur public. Jamais ça n'a été évoqué. Ce qui aurait dû être fait durant les années précédentes, payer des retraites anticipées
aux fonctionnaires qui quittent le secteur public Oui. pour alléger. Maintenant, tout ce qui est payé n'est pas suffisant pour nourrir une famille, que ce soit dans le public ou dans le privé. Mais l'argent consacré à la masse salariale du secteur public aurait été consacré à un nombre moindre de fonctionnaires. C'est ce que nous aurions voulu. Donc c'est pour ça que vous êtes pour un lifting du secteur public. Du secteur public. Certainement, un lifting en profondeur. Oui. Et ça, tout le monde le sait. Il y a naturellement des vides au niveau de l'administration, de la direction générale, etc. Tout ça doit être revu, mais il y a une certaine obésité administrative qui doit être certainement Vous représentez aujourd'hui aussi les organismes économiques. Vous avez bien révisé aussi les salaires du secteur privé. Tout à fait. D'abord, il y a une liberté contractuelle et les entreprises tiennent à leurs employés. Ce n'est pas un fardeau pour nous, c'est un atout. Il faut le savoir. Et nos employés, socialement parlant, sont notre famille. Donc nous allons tout faire pour ne pas les perdre. Mais tout ça dans la limite des moyens. N'oublions pas qu'il y a eu aujourd'hui une baisse du chiffre d'affaires, surtout accentuée après les événements de Gaza, après la guerre au Liban Sud. Oui, mais on reviendra plus en détail. Aujourd'hui, nous sommes limités dans ce que nous pouvons faire. Mais nous avons tenu avec le ministre du Travail et la CGTL 21 réunions. Et donc, nous avons accompagné cette hausse de l'inflation par une hausse des salaires, naturellement modeste, mais réelle. Et dans la liberté, dans la réalité des choses, nous savons que toutes les entreprises qui peuvent payer sont en train de payer. Mais il faut être clair aujourd'hui qu'on est en train de payer la facture de deux crises d'inflation. C'est la crise mondiale aujourd'hui au niveau du dollar et au niveau de la livre libanaise. Exactement. Donc c'est pour ça que quand nous parlons de pouvoir d'achat, et les Libanais comparent l'ancien pouvoir d'achat avant 2019 et aujourd'hui, on ne peut plus comparer ça. Ce n'est plus comparable. Parce que le dollar avant 2019 au niveau mondial est tout à fait différent en termes de valeur de pouvoir d'achat qu'aujourd'hui. Ça, c'est clair. Tout à fait. D'ailleurs, en moins de 2 ans, vous avez vu que les taux d'intérêt ont haussé de 0 à 5% Certainement. Dans la plupart des pays. Maintenant, ça va commencer à rebaisser gentiment, mais il y a eu une hausse brutale. À chaque réunion des conseils centraux, il y avait une hausse d'un demi-point de pourcentage. Parce que leur but était de combattre l'inflation. De battre l'inflation. Ouais. L'inflation a vraiment cassé les budgets donc de tous les foyers dans le monde entier, surtout la question de l'énergie. Et au Liban, l'énergie, aujourd'hui, nous pose 50% des problèmes, c'est-à-dire l'essence et l'électricité. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est en train de gréver les budgets des ménages libanais. Mais dans en le 2024, temps, on parle d'énergie au Liban. Exactement. Dans le temps, l'État a subventionné et l'essence et l'électricité. Aujourd'hui, on ne peut pas demander aux entreprises de venir subventionner cela. C'est impossible. Donc, il y a un certain gap. On ne peut pas résoudre aussi ce problème-là au niveau, ou bien par des initiatives privées. Donc, ça ne se passe pas comme ça. Exactement. Il y a le rôle central de l'État. Le rôle central de l'État, mais il faut faire repartir la croissance. La croissance est à la base du solutionnement de tous les problèmes économiques. C'est ma dernière économiques. Question. Comment parler de croissance aujourd'hui, de stabilité et la guerre? À partir du 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, on est à 6 mois de guerre. Est-ce que le Liban peut soutenir une nouvelle guerre? Certainement pas. Le Liban est à bout, effectivement. Même avant cela, le 17 octobre, c'était une crise Pardon, c'est le 17 octobre, pas le 7, excusez-moi. Donc c'est le 17 octobre. Non, il n'y a pas de problème. Une crise carabinée. Moi, j'avais bien mentionné que c'est le 7 octobre. Une crise carabinée, financière, bancaire, monétaire. Et venir aujourd'hui ajouter une économie de guerre, après avoir vécu le Covid sans aide de l'État, ensuite l'explosion du port de Beyrouth, sans aucune indemnisation possible, venir parler de guerre aujourd'hui, il n'y a même plus de croissance, nous sommes en décroissance aujourd'hui, nous sommes dans cette phase, donc certainement pas, le Liban ne peut pas soutenir, disons, un petit coup de vent. Que serait-ce une guerre? Nous avons besoin de stabilité, on ne peut plus reprendre à zéro tous les 6 mois. Mais aujourd'hui, on est devant une nouvelle facture qui doit être payée. Une nouvelle facture qui commence à peser. On commence à parler de milliards de dollars. Et moi, je distingue toujours entre les dégâts et les pertes. Les dégâts matériels sont énormes à l'infrastructure, c'est-à-dire les coûts d'opportunité. Simplement, exactement. Pour terminer ici, dans les champs qui sont brûlés, les maisons qui sont détruites, l'infrastructure,
De notre côté, les gens qui ont quitté leur maison, Mais de notre côté, les pertes économiques Oui. dues au coût C'est ça. d'opportunité qui est énormissime. Donc les Libanais n'ont plus de quoi consommer et s'ils en ont, ils préfèrent ne pas le faire en attendant des journées meilleures, sans parler du fait que les touristes ne viennent plus au Liban, Une fois de plus, ce le qui Liban est un vrai désastre. en train de payer la facture des autres. Tout à fait. À chaque fois, Ça, c'est triste. qu'il y a une guerre régionale, le Liban paye la deuxième facture après le pays concerné. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Nicolas Chammas. Merci, Vous monsieur êtes le Martin. président de l'Association des commerçants de Beyrouth et le secrétaire général des organismes économiques au Liban. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.